Bonjour à tous, merci d'être là, j'ai le droit de parler désormais. Merci d'être là en cette heure matinale. Je suis ravie d'être avec mes deux compères que je vais vous présenter dans une seconde pour ouvrir le bal sur ce sujet de la supply chain face aux défis de la RSE en vous parlant d'un sujet qui nous tient à cœur chez Sitwell, c'est la transition circulaire qui, on va le voir, répond à beaucoup d'enjeux du moment. Je suis donc avec Circularix et avec mon collègue pour vous partager quelques retours d'expérience dans le retail. On n'a que 3/4 d'heure en tout, donc forcément ça va aller vite, qui vont s'appuyer notamment sur les quelques logos que vous voyez ici, qui ont, eux, commencé ou terminé ou initié une transformation circulaire. Donc je suis ravie d'être là pour vous parler de ça avec deux grands professionnels. Ici, Gauthier, qui est le cofondateur de Bonjour. Circularix. Et avant ça, une grande expérience opérationnelle aussi dans le réemploi, qui va nous parler rapidement de tout ça. Et Raphaël, qui est notre directeur en charge du retail, lillois de son état, avec nous pour vous parler de tout ça. Ah, il y a une animation normalement sur ce slide. C'est pas grave, il ne doit plus y avoir d'animation sur les slides. C'est juste pour dire, en intro, le monde du retail aujourd'hui, il est quand même dans une transition. Il est totalement écartelé. Vous avez d'un côté les comportements consommateurs. Vous voyez 49% des ventes qui ont été faites sur mobile en 2022. Ça ne se voit pas, mais c'est 2022. Les ventes faites sur mobile, c'est je veux un assortiment le plus large possible, je le veux le plus vite possible. Donc c'est tout de suite, maintenant, en livraison directe. Ça pose la question du rôle des magasins quand je suis un retailer qui a des points de vente. Mais en parallèle de ça, l'inflation qui fait augmenter les coûts, qui fait rogner les marges, qui fait que aujourd'hui, c'était peut-être moins le cas il y a encore 1 ou 2 ans au sortir du Covid, mais aujourd'hui, il y a clairement 65% des consommateurs qui regardent d'abord le prix quand ils achètent en retail. Alors même qu'en parallèle, il y a des contraintes réglementaires qui entraînent les retailers vers plus de durabilité. Il y a la loi AGEC avec la responsabilité étendue du producteur. Il y a aussi le fait que 80%, à peu près 80-90% du bilan carbone et du bilan matière des produits viennent de la consommation et viennent de la première mise sur le marché, de la production. Et donc, pour réduire son bilan, il faut allonger la durée de vie des produits ou les faire tourner. Donc il y a vraiment cet écartèlement pour les retailers. Et nous, si on est là pour vous parler aujourd'hui, c'est parce qu'on sait, on est persuadé que le circulaire, d'où le grand signe, est un des leviers qui permet de réconcilier les deux. Bien évidemment qu'on ne va pas passer 100% circulaire, mais le circulaire répond à des attentes consommateurs, permet de rester digital, c'est un peu le sujet quand même de Supply Chain Event, et évidemment de faire face aux enjeux de durabilité. Mais alors, le retail et le circulaire, Gauthier? Alors déjà, j'ai une première question pour vous ici. Qui, dans les 12 derniers mois, a déjà acheté ou vendu un produit d'occasion sur Le Bon Coin, sur Vinted ou sur d'autres sites? Super intéressant. Ce qu'on voit, c'est que les consommateurs, ils adoptent massivement les modèles circulaires. Il y a quelques chiffres clés juste pour appuyer cette tendance. Il y a 76% des Français qui déclarent avoir acheté ou vendu un produit de seconde main en 2022. Et là, ce qu'on voit ici dans la salle, c'est peut-être même encore plus. Donc, vous représentez bien ces 80 quasiment % de Français qui ont fait un acte de vente ou d'achat d'un produit de seconde main. Dans les études sorties en 2023, il y a un chiffre intéressant aussi. 70% des Français préfèrent acheter un produit d'occasion de qualité plutôt qu'un produit neuf premier prix. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et il y a une accélération là aussi très marquante sur les dernières années. Un chiffre, je viens de vous poser la question sur un Vinted qui n'existait pas il y a quelques années. Il y a 23 millions de Français qui ont un compte sur un site comme Vinted aujourd'hui et qui l'utilisent pour certains au quotidien. Et un dernier mot sur la taille de ce marché. Aujourd'hui, un acteur comme McKinsey estime à 500 milliards d'euros le marché européen de l'économie circulaire en 2030. Donc bien au-delà des sujets du réemploi, il y a effectivement tous les nouveaux modèles, la location, la réparation. Tout ça pour montrer que ce marché accélère très fort et très vite. Pour faire la transition,
Moi, je vais faire un focus, parce que c'est notre métier chez Circularix, sur le marché de l'occasion et du réemploi, qui est une brique du circulaire. C'est un des enjeux de la supply chain circulaire aussi. Aujourd'hui, les modèles dans le retail, ils se professionnalisent sur le marché de l'occasion. Il y a quelques années, on parlait beaucoup des dépôts-ventes, le Trocathlon, Troc.com, au Vieux Campeur. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les enseignes retail qui étaient encore très loin de ce marché de l'occasion, il a été aujourd'hui préempté par des acteurs ce qu'on appelle du C2C, la mise en relation entre particuliers. Les retailers, clairement, cherchent à prendre une place sur ce marché pour un certain nombre de raisons. Et les clients aussi attendent de leurs distributeurs qui leur proposent des offres, soit à l'achat, soit à la revente. Et donc on constate au fil des années, aussi au fil de l'évolution dans la maturité des modèles retail, l'évolution d'un modèle de dépôt-vente vers un modèle de revente entre particuliers, où là vous avez des acteurs comme La Redoute, comme Orchestra, un certain nombre d'enseignes qui ont fait des tests, des pilotes pour tester les modèles de revente entre particuliers. Et ce qui se généralise aujourd'hui de plus en plus, c'est les modèles qu'on appelle de C2B, c'est-à-dire que les enseignes, de plus en plus, prennent part à ces activités, se transforment aussi pour proposer du rachat de produits, du reconditionnement de produits et de la revente de produits. C'est un mouvement, évidemment, dans l'automobile qui existe depuis longtemps. Dans l'univers de la téléphonie, ça fait presque 15 ans maintenant que les opérateurs, les distributeurs opèrent à grande échelle des programmes de rachat, reconditionnement, revente de produits. Et de plus en plus, des enseignes comme Decathlon, comme Boulanger, comme Kiabi et d'autres proposent du rachat et de la revente de produits d'occasion dans leurs magasins, sur leurs canaux digitaux. Ça, c'est notre métier chez Circularix, c'est d'accompagner les enseignes sur ces programmes-là, ces programmes de rachat et revente de produits. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un plébiscite dans les études consommateurs. Quand les consommateurs ont confiance dans une marque, ils sont tout à fait positifs à l'idée que la marque, entre guillemets, leur garantisse l'occasion qu'ils rachètent, même si ce n'est pas un produit de la marque. Parce que c'est passé dans les mains, c'est validé en termes d'état par la marque. Et donc, voilà, il y a une notion de capital confiance qui est très intéressant pour les marques dans cette transition. Juste quelques mots quand même sur nos entreprises respectives. Donc, chez Sitwell, on a un cabinet de conseil et on a un cabinet de conseil en transformation des supply chains et des opérations. Des opérations depuis la prod jusqu'à l'entrepôt, le transport. Et on a vraiment à cœur d'accompagner les entreprises à faire face aux défis. Et un des défis clés aujourd'hui, c'est vraiment ce défi vers une transition plus durable, parce que sociétalement, on en a besoin tout bêtement. Donc voilà, on a des expertises autour de la décarbonation, du durable, beaucoup du circulaire. Et vous voyez les quelques logos, quelques-uns de nos logos dans le retail, où vous avez vraiment différents types de retail. Vous avez des gens qui sont ceux qui font leurs produits. Là, on vous met des logos de gens qui réfléchissent du circulaire, hein. Ceux qui ont les produits à leurs mains. Donc évidemment, vous avez Decathlon, vous avez Fast Retailing, c'est Uniqlo, Princesse Tam Tam, etc. Mais vous avez aussi ceux qui font beaucoup de produits qui ne sont pas les leurs, mais qui tout de même réfléchissent ces modèles circulaires. Donc nous, Anti-Gaspi, je ne sais pas si vous connaissez, mais naturellement, eux, ils font de l'anti-gaspi, donc ils récupèrent ce qu'ils peuvent récupérer. Clairement, ce n'est pas leur produit. Leroy Merlin fait ses produits, mais pas que ses produits. Boulanger, c'est pareil. Tout le groupe ADO, etc. Donc, il y a vraiment cette diversité dans l'approche des modèles circulaires. Et un mot sur Circularix, comme je le disais, donc on est éditeur de solutions de gestion de la seconde vie pour le retail. On a créé cette activité en 2020 au sein d'un groupe qui s'appelle Recommerce, qui est un des leaders européens du reconditionnement de produits tech. Et Circularix, on s'est spécialisé dans les solutions à destination des marques et des distributeurs pour les aider à se lancer sur ces marchés de seconde vie à l'échelle. On accompagne des grandes enseignes comme Boulanger, Leroy Merlin, Decathlon, des marques qui distribuent leurs produits comme Christophe ou Baby Move et d'autres en France et à l'étranger dans tous les univers produits. Et donc c'est un choix qu'on fait aujourd'hui, c'est d'amener la circularité dans toutes les catégories de produits dans le retail. Non limité, on voit des acteurs spécialistes du textile, par exemple, c'est pas votre cas, ou spécialistes de la techno, c'est pas votre cas. Évidemment, on est là pour parler de supply chain puisqu'on est au supply chain event. Donc, on a un peu parlé des modèles. Vous le savez peut-être, chez Sitwell, on est vraiment
très impliqués sur ce sujet de ça veut dire quoi passer une supply chain au circulaire. Et on a travaillé avec l'Institut national de l'économie circulaire et François-Michel Lambert, l'ancien député en charge du circulaire, sur comment on pivote. Comment on pivote des supply chains, un réseau de chaînes de valeur, vers du circulaire, tant en entreprise que dans les territoires. Parce qu'on a aussi chevillé au corps cette idée que le circulaire, sur certains produits, il va être très très lié au territoire, et on va vous en parler un peu plus. Et la transformation de la supply chain, elle est pas innée, elle n'est pas simple. Ce qui est très intéressant, c'est que la supply chain, c'est une pensée holistique, c'est une pensée systémique. Et donc, on a déjà tout ce qu'il faut en main, on a déjà des habitudes, on a déjà des modes de réflexion qui nous permettent de le faire. Pour autant, il y a beaucoup de choses à transformer. Ici, vous avez le dessin un peu standard d'une supply chain linéaire, où on part de l'extraction de ressources jusqu'à la fin de vie. L'utilisation, on ne la regarde pas trop. On a un petit peu de recyclage, de plus en plus, parce qu'on est bien obligé. Mais il n'empêche que le principe, ça reste je conçois, je produis, je vends. Ce qui se passe après, c'est pas mon sujet. Quand on veut passer au circulaire, arrive tout un tas de choses. Et comme le dit le fondateur de Decathlon, quand on passe au circulaire, le passage en caisse, c'est le début. C'est plus la fin, c'est le début. Et ça veut dire quoi le début pour la supply chain? Si on regarde la partie de droite, ça veut dire qu'il faut gérer toutes les boucles. Les boucles de comment je fais pour récupérer des produits qui sont vendables ou réparables ou louables. Comment je fais pour les trier, savoir si je peux le faire ou pas. Comment je fais pour les remettre en état et pour les réinjecter dans mon système de vente. Si on parle d'occasion, ce n'est pas des boucles de location, mais il n'empêche qu'il faut que je trie et que je le mette en vente à un endroit où il va se vendre. Toujours le même objectif du retail. Et ça veut aussi dire piloter sa circularité, savoir combien ça me coûte, savoir combien ça me rapporte, s'assurer que ça fonctionne et se demander à quelle échelle je dois faire ça. C'est ce que vous avez en haut à droite, la réplication multilocale. C'est OK, mais est-ce que je mets qu'un entrepôt qui récupère tout pour toute la France ou pour toute l'Europe? Est-ce que je mets un entrepôt dans chaque région, etc., etc. Et ça, ce sont des questions clés. C'est pas simple de pivoter. Dans notre plaidoyer, on a défini, à la suite de toutes nos interviews, etc., 6 facteurs clés de succès pour réussir cette pensée holistique. Le premier, il est clé, on est au Supply Chain Event, on peut en parler, c'est la traçabilité, à la fois sur les produits, Gauthier vous en parlera, traçabilité unitaire des produits quand on est dans le circulaire, pas des références, des produits, mais aussi traçabilité sur les opérations qu'on va faire sur les produits. Définir la bonne échelle multilocale, je vous en ai parlé, et Raphaël nous l'illustrera sur comment, quand on est dans une supply chain, on peut se muscler et se préparer pour faire ça. Déployer une infrastructure physique et SI qui va être adaptée. Pareil, on pourra parler de nous anti-gaspi. Gauthier va rentrer un peu dans le détail sur un qui est très important pour nous, en tout cas dans les objectifs de développement durable, encore une fois, on ne fait pas ça pour rien non plus, c'est la systématisation des pratiques de circularité haute, c'est-à-dire arrêter de penser la supply chain circulaire que par le recyclage. C'est quand on est dans l'usage qu'on obtient le plus de gains. Ensuite, c'est pas si simple, créer les conditions pour avoir les moyens physiques, donc les lieux, les entrepôts, industriels, les machines de remise en état, de reconditionnement, de nettoyage, et humains, les compétences, c'est pas forcément naturel pour les retailers, pour traiter ces flux circulaires. Ce qui n'est pas naturel, c'est d'avoir des compétences de remise en état, c'est ça que je veux dire. Et bien sûr, tout ça, ça nous permet d'éco-concevoir des flux et des services. On travaille beaucoup sur ces sujets-là pour accompagner des entreprises et on va vous illustrer ça à travers quelques exemples. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps, mais sur ces sujets-là, en premier lieu, Gauthier, effectivement, sur ces notions de pratique de circularité. Je te laisse la main. Alors, je vais vous parler d'un exemple intéressant. C'est le programme de rachat qu'on opère avec Boulanger. Il s'excuse, malheureusement, il ne pouvait pas être présent ce matin avec nous. C'est un programme de rachat qu'on opère depuis 2021. Alors, pourquoi un acteur, une enseigne comme Boulanger, se lance à grande échelle sur le marché de l'occasion? Pour
beaucoup de raisons en pratique. Évidemment, il y en a une, et tu l'as souligné tout à l'heure Anaïs, qui est que l'économie linéaire, notamment pour les acteurs qui ne fabriquent pas leurs produits, elle atteint ses limites. Hein, voilà, je pense qu'on ne vous l'apprend pas. Il y a évidemment des contraintes réglementaires, il y a des opportunités économiques. Ces modèles-là, aujourd'hui, le marché de l'occasion, comme on l'a parlé tout à l'heure, il existe, il se structure. Donc une enseigne comme Boulanger, elle se doit et elle ambitionne de devenir un acteur de référence sur le rachat, le reconditionnement et la revente de produits. Et donc depuis 2021, on opère ce programme en omnicanal, donc en digital. Vous pouvez trouver la revente de produits directement sur le site boulanger.fr et dans tous les magasins de l'enseigne. Plus de 200 magasins aujourd'hui qui offrent le rachat de produits, pas que de produits tech, du petit électroménager, du gros électroménager, tout type de produits. Avant de vous expliquer un petit peu plus en détail tous les sujets sur lesquels on a dû travailler, je vais vous parler un petit peu du parcours, comme ça vous comprenez globalement, ça veut dire quoi aujourd'hui pour un client boulanger, finalement revendre son produit. Qu'est-ce qui se passe dans un parcours client chez Boulanger ? Et on part d'un exemple assez fort. Alors bon, c'est sur le smartphone. Vous voyez que Boulanger intègre directement dans ses fiches produits la capacité de revendre ses anciens produits. Donc là, on est sur l'intégration la plus forte de la reprise. On expose au client dans ses parcours, en ligne, en magasin, des offres de rachat. Un client a fait sa déclaration en ligne en quelques secondes. Il a une estimation de la valeur. Il va dans un magasin où il peut envoyer son produit à distance. Et le vendeur, en quelques secondes, évidemment ça nécessite la formation de ses équipes, il va évaluer l'état du produit. C'est des gestes qui doivent être courts, maîtrisés, qui ne doivent pas nécessiter de négociation, de discussion, ils doivent s'intégrer dans les gestes de vente des vendeurs. Et donc en quelques secondes, quelques minutes, on va avoir en fait une évaluation du produit. Ensuite, là pour donner un exemple, ces produits sont acheminés vers un atelier quand ils doivent être réparés ou reconditionnés. C'est des ateliers qui peuvent être locaux, qui peuvent être centralisés, ça dépend de la typologie des produits. Ils vont être reconditionnés, il va y avoir un arbitrage sur la nécessité de les réparer ou pas. Et ensuite, ils vont être remis en vente après réparation, soit directement dans les linéaires de l'enseigne ou directement en ligne. Ça paraît simple comme ça, donc voilà, dans un parcours, je revends mon smartphone, ça paraît commun parce que vous l'avez déjà probablement vu. Ça demande beaucoup de travail pour une enseigne sur différents sujets. Déjà, il y a tout un travail sur l'offre. Qu'est-ce qu'on veut proposer aux clients, voilà. Il y a tout un travail sur les canaux de collecte. Où est-ce qu'on va venir collecter les produits ? Aujourd'hui, on vient collecter des produits au domicile du client pour les produits volumineux. On vient proposer au client le dépôt à distance pour des produits moins volumineux. On vient proposer le dépôt en magasin aussi. Il peut y avoir la revente directement au magasin, mais il peut y avoir aussi de la remontée de flux vers des entrepôts logistiques, soit régionaux, soit nationaux, quand ça le justifie. Donc il y a une vraie hybridation des canaux et des modèles de reverse logistique. Voilà. Et y compris sur le traitement, on vient se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'un entrepôt logistique, on va dire, se spécialise dans le reconditionnement des produits ou simplement dans le diagnostic des produits ? Est-ce qu'on va travailler avec un réparateur qui est spécialisé dans la réparation des produits et qui est peut-être un autre endroit évidemment que l'entrepôt de l'enseigne. Donc sur ce programme-là, qui paraît simple en pratique, tous les modèles existent. Il y a de nombreux canaux de collecte à domicile, les bureaux de poste, les points relais, les magasins. Les magasins revendent que certains produits. Il y a des partenaires tiers qui viennent racheter des produits. Ça complexifie encore plus la supply chain circulaire. Sur un modèle qu'on appelle un peu de remarketplace, une enseigne, elle peut décider elle-même de racheter les produits, donc de porter le stock de produits. Finalement, le client devient le fournisseur, mais elle peut aussi décider de laisser racheter ses produits par d'autres partenaires, des brokers, des partenaires spécialisés dans le rachat de produits. Pour construire des modèles qui fonctionnent, il faut une hybridation de toutes ces choses-là. Donc quand on travaille avec une enseigne, on vient vraiment, selon la catégorie de produits, réfléchir à quelle est la solution de traitement, la solution de reverse, quel est le partenaire qui va pouvoir accompagner l'enseigne dans le traitement de ses produits. Et tout ça permet d'assurer une rentabilité et un passage à l'échelle de ce type de modèle. Voilà.
Évidemment, ça impacte la supply chain de l'enseigne. Alors, on lance des programmes qui sont aussi plus simples, qui les impactent moins au début, où les enseignes veulent d'abord tester des modèles. Et on commence souvent par ça. Et ensuite, quand une enseigne est convaincue et qu'elle passe à l'échelle, évidemment, elle va s'appuyer sur ses assets supply. Il va y avoir ses entrepôts, il va y avoir ses contrats de transport existants. Et donc, c'est tout le travail qu'on fait quand on passe à l'échelle un programme de ce type-là. Ça demande une vraie transformation au sein de l'entreprise. Ça demande de mobiliser des équipes très variées, transverses. Aujourd'hui, un acteur comme Boulanger, par exemple, a créé une équipe dédiée à la seconde vie. Au début, c'était des équipes, chaque métier portait un enjeu circulaire. Quand le sujet est devenu un sujet prioritaire pour l'entreprise, comme d'autres enseignes, comme Decathlon et d'autres, ils ont décidé de spécialiser une équipe. Et donc, il y a des équipes maintenant qui sont dédiées à la seconde vie des produits chez Boulanger. Merci beaucoup Gauthier pour cette illustration. C'est intéressant parce que ce que tu disais par exemple quand on voit les téléphones qui arrivent et qui sont réparés, il y a un point clé pour pouvoir réparer les téléphones, c'est de savoir ce qu'il y a à réparer. Et ça, c'est des investissements dans des outils de diagnostic où vous branchez le téléphone et où il y a tout un tas de tests qui sont faits pour déterminer ce qu'il y a à réparer. Mais évidemment, vous imaginez bien en termes de supply chain que ce n'est pas en ayant 10 téléphones par jour que vous allez le rentabiliser. Donc il y a vraiment des notions de passage à l'échelle qui sont clés et on va un peu en parler avec Raphaël ici sur l'exemple de Decathlon. Yes, du coup, vous allez peut-être remarquer un petit accent. Je suis d'origine brésilienne, mais lillois d'adoption. Et donc, forcément, en étant à Lille, on fait beaucoup de retail. Et donc, c'est le premier exemple qu'on voulait partager avec vous. C'est un exemple c'est un projet que j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé ma carrière à Decathlon. Et donc là, c'est pour Decathlon. On en a beaucoup parlé l'année dernière. On a fait une conférence d'1 heure. Donc aujourd'hui, je ne rentre pas dans le détail. On va vraiment, du coup, plutôt essayer d'illustrer ce dont on parle depuis tout à l'heure. Vous irez voir le replay. Exactement, super replay. Et donc, en fait, la première chose qui est assez intéressante, c'est que Decathlon, quand ils ont lancé le projet, vous imaginez Decathlon, hein, c'est un best in class dans le flux forward. C'est-à-dire, c'est un des meilleurs en logistique, ils ont plusieurs entrepôts, ils sont en train de revoir complètement leur schéma directeur, ils investissent de l'argent, ils mécanisent, etc., etc. Il a une nouvelle direction qui arrive, ça commence à parler d'économie circulaire, il nous appelle en disant, c'est quoi notre schéma directeur de l'économie circulaire de demain? On commence à travailler et on se rend compte qu'en fait, quand on n'est pas encore mature sur le sujet, il ne faut pas tout de suite parler de schéma directeur. Parce que pour bâtir un schéma directeur, vous avez besoin de tout un tas d'informations que quand on n'est pas mature, on n'a pas encore. Et donc l'idée, c'est de se dire, on a posé un petit peu les valises, on a dit, attends, stop, on va d'abord en fait essayer de bâtir quelque chose qui va vous aider demain à bâtir ce schéma directeur. Et donc pour eux, on a construit en fait un outil d'aide à la décision, c'est un des mes plus beaux livrables de l'année dernière. J'aime beaucoup cette mission. Et en fait, en gros, la première chose qui est arrivée dans cette mission, c'était la faible maturité du business. Et donc, c'est-à-dire, le business n'était pas capable de fournir des chiffres. C'était compliqué de fournir des chiffres. Combien je vais faire en 2024, en 2025, par pays, par famille de produits. Et c'est normal. On est sur de l'émergence. Pour faire un schéma directeur, naturellement, on vous dit c'est quoi votre business dans 5 ans. On compute tout ça, on met ça dans des algorithmies et dans des outils qui vont bien. Et hop, on a une nouvelle carte en disant c'est à peu près là qu'il faut mettre les entrepôts, etc. Bah là, vous êtes sur une émergence. Vous ne savez pas à quelle vitesse ça va aller. Exactement. Et donc, pour rappel, parce qu'on pourrait faire la blague, mais le business ne connaît jamais vraiment les chiffres, mais eux, c'est un best in class. Donc, eux, ils connaissent très bien les chiffres. Et donc, du coup, on arrive et on s'inspire de quelque chose qui très probablement arrive chez vous. C'est des POC locaux. C'est un magasin, c'est un entrepôt, c'est un pays, c'est un cas d'usage qui commence à se développer. Et ça, c'est une mine d'informations qui est formidable pour demain bâtir les schémas standards de l'économie circulaire. Le deuxième côté très important, c'est le référentiel. C'est-à-dire, pour les flux forward, on connaît nos produits. On est d'accord, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on le fait. On connaît nos activités, réception, entreposage, picking, tout ça. Pour l'économie circulaire, il faut se dire que ce n'est pas le cas. Et la première chose à faire, c'est de bâtir ce référentiel de A à Z, de dire, voilà, à partir de maintenant, c'est ça la base. Et ça permet d'avoir, très important, surtout quand on est grand, un langage commun entre cas d'usage. Parce que très probablement, ce qui se passe, c'est que la location, la deuxième vie, la réparation, ils s'appuient en fait très souvent sur un même référentiel, ils sont un ensemble d'activités. Et
La solution, c'est beaucoup de travail collaboratif. Ça, c'est très important et je pense qu'ils arrivent bien à le faire. Parce que vous voyez, et je vais vous montrer le schéma, et ça, c'est assez intéressant. C'est un exemple, d'accord, ne faites pas de généralisation, c'est vraiment pour leur famille de produits. Mais à gauche, vous avez un modèle, un scénario qui était chez eux le 100% store. D'accord, ça rentre par le magasin, ça part par le magasin. C'est le rêve de ce business, ça. C'est vraiment l'économie circulaire au centre du magasin. Le passage en caisse, c'est le début de tout, vous voyez. Et on a fait des calculs. C'est très important d'avoir de la donnée. Ça, c'est quelque chose que dès le début avec eux, on avait dit. Il y avait beaucoup d'avis. Faites attention, il y a souvent beaucoup de tabous. On pense que le retour, ça ne coûte pas de l'argent parce que quoi qu'il en soit, on ramène des palettes. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Non, pas du tout. Ça coûte de l'argent. Et ça, c'est très important de le chiffrer. Et en effet, le business avait raison. Le 100% magasin, c'est le meilleur modèle. Qu'est-ce qu'ils disaient les opérations? Ils disaient, attention, je ne peux pas déployer dans chaque magasin des centaines de points de contact, des compétences de l'économie circulaire, des machines pour faire du packaging, de la réparation, du nettoyage. J'aimerais bien garder ça dans un entrepôt et je vous propose un modèle 100% digital. Le client, il va sur le site, il fait le diagnostic, etc. Hop, attention, c'est un peu plus cher. C'est peut-être plus simple, mais c'est un peu plus cher. Et ce qu'on a fait avec eux, désolé pour la régie, mais c'est très important, on les a montré que si tu vises le modèle 100% magasin et que tu te trompes pour différentes raisons, soit parce que le magasin n'a pas de capacité le samedi, soit parce que je ne sais pas réparer vraiment le produit qui est très complexe, etc. Vous voyez, quelque chose qui est très probable, on explose les coûts. C'est-à-dire, si on vise la Lune, on ne va pas forcément attendre les étoiles. Vous voyez, en fait, on risque vraiment d'avoir des problèmes. Et ensuite, ça permet avec eux de travailler des scénarios hybrides, qui est la beauté de la solution qu'on avait trouvée à l'époque dans ce scénario-là pour cette famille. C'était le click and collect. Le click and collect, c'est le compromis entre les deux. Ça rentre par le magasin, mais après, je ramène ça à la maison. Ne vous inquiétez pas, j'ai des dizaines de personnes qui sont très compétentes. Et ça, c'est impossible à généraliser. C'est important ce qu'il a dit, parce que ça, c'est peut-être vrai pour, je sais pas, des tentes ou des skis. C'est absolument pas vrai pour des home trainers, où il faut aller les chercher chez les gens. C'est de la logistique beaucoup plus lourde, etc. C'est absolument pas vrai pour des chaussettes à 5 euros. Complètement. Et vous voyez quelque chose, et après, j'arrête promis, mais ce schéma, il est formidable. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils proposent les opérations? Click and collect sur la base de ce qu'a demandé le commerce, une base journalière. C'est-à-dire, je ramène ma tente le lundi, le mardi, elle est réparée en magasin. Et là, on papote. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la tente réparée le mardi? Très probablement non. Tu peux la ramener le vendredi, tu ramènes ça à la semaine. Discussion entre départements, l'affaire est pliée. Vous voyez, et on arrive sur un modèle qui est beaucoup plus faisable, qui a quasiment le même coût. Les chiffres sont réels, hein, l'exemple est réel. Hein. Et ça permet vraiment de trouver des compromis. Vous voyez, chose qu'on ne serait jamais arrivé à cette solution si on avait travaillé par silo. Vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la réalité du jour, en fonction des volumes du jour. Mais dans un an, si les volumes ont fait x5, dans 2 ans, avec l'outil, ils peuvent réfléchir leur logistique et leur choix, en fait. Ouais. Et le dernier point, pardon, et après je passe au deuxième cas, parce que ça me passionne, je peux parler 1 heure pendant là-dessus. Le deuxième, c'est la logistique. Très important, il faut utiliser votre logistique comme un asset et pas forcément comme étant le chemin standard. Ça, c'est très important. Vous avez 300 points de contact en France, vous avez une vingtaine de magasins en Europe, ça, c'est un asset. C'est très important. Vous avez des camions journaliers en palette complète et homogène qui relient les deux, ça, vous n'êtes pas forcément obligé de l'utiliser. Et donc, c'est-à-dire, vous prenez votre logistique actuelle comme un asset, mais essayez vraiment de vous éloigner des schémas standards, parce que les schémas standards, c'est votre réussite sur le flux forward et pas forcément sur le flux circulaire. Voilà, le dernier point de... Alors, il faut quand même étudier, hein, parce que si vous avez la capacité à remonter des choses, mais est-ce que la fréquence sera la bonne? Est-ce qu'elle remontera au bon endroit? C'est surtout ça. Chez Decathlon, c'était typiquement ça le sujet. On remonte des flux, mais on remonte des flux dans des entrepôts qui n'ont absolument pas les compétences pour réparer ou remettre en état ou diagnostiquer les produits. Donc, en fait, dans ce cas-là, la logistique actuelle n'aide pas du tout. Donc, il faut réfléchir d'autres choses. Ouais. Et quand on calcule, vous avez compris, il avait des euros, mais il a aussi le CO2, il a aussi les mètres carrés, il a aussi la main-d'œuvre. Ça vous va? Notamment dans l'économie circulaire, il faut faire très attention. Vous ne lancez pas l'économie circulaire pour faire de l'argent. D'accord? Il faut tout de suite dire ça au départ, en tout cas. Au départ, en tout cas. Vous faites ça pour pivoter et préparer votre entreprise pour demain. Je modère ce que dit Raphaël, parce qu'évidemment, sinon personne ne va en faire. Il a quand même été démontré, notamment chez Decathlon, qu'un modèle de location où on fait tourner X fois une tente peut être 7 à 9 fois plus rentable
que la vente de la tente. Mais évidemment, ça passe par quoi? Ça passe par une maîtrise hyper précise des coûts représentés par le circulaire. Et l'intérêt de certaines plateformes, et en tout cas, il faut absolument, dans tout programme circulaire, travailler sur le pilotage de la circularité. C'était notre petit trou, là, sur le plaidoyer, avec vraiment un pilotage des coûts très précis, des types de pannes, etc., de combien ça nous coûte quand on répare, pour pouvoir créer le système qui va générer de l'argent. Si ça ne génère pas de l'argent, au bout d'1 an, c'est fini, on ferme le truc. Donc, ok, si pendant 6 mois, ce n'est pas le cas, après, il faut pivoter quand même. Et c'est assez intéressant parce que du coup, les quantités baissent et la marge augmente. Dans l'exemple de la location, c'est assez perturbant. Enfin, en tout cas, moi je me suis jeune et donc du coup, à chaque fois, mon mindset, pendant 15 ans, c'était ça. Augmente en quantité, marché de masse, retail en Europe, hein, on gagne de l'argent. Là, en fait, c'est l'inverse. Et ça, c'est assez intéressant et c'est vrai, c'est ce que dit Anaïs. Dernier exemple, et on plonge tous ensemble si ça vous va. Économie circulaire, supply chain circulaire, réparation. Un cas assez iconique de l'économie circulaire. Très probablement, si vous vous lancez, à un moment, il faut y passer. Il faut passer par la réparation. Ce n'est pas que de la réparation brute où on ouvre le produit, on change une pièce détachée. Parfois, ça peut être aussi une remise en état. Ça peut être un nettoyage, voilà, une action de conditionnement, etc. Et là, vous voyez, on parlait des référentiels, il est là. Vous voyez, il est à gauche. C'est un exemple. Après, bien sûr, ces référentiels se déclinent en activité. Mais si on utilise un référentiel comme ça, il est très probable qu'après, le jour où vous lancez la location, le leasing, la deuxième vie, vous appuyez toujours sur le même référentiel. Et probablement, vous utilisez les mêmes outils. Vous voyez un peu, c'est ça l'intérêt et la beauté de la chose. Anaïs disait, votre entrepôt international avec une centaine de portes de quai n'est pas adapté pour l'économie circulaire. Vous voyez, la preuve en image, c'est un exemple, une modélisation qu'on a faite pour convaincre un comité de direction. On a 6000 mètres carrés, d'accord, c'est en échelle, mais c'est schématique. On a 6000 mètres carrés. Vous voyez la place de stockage, elle est à gauche. Ça représente un tiers, en fait, du bébé. C'est-à-dire que tout le reste, c'est une activité de quai qui est ultra dynamique. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est des petits camions, c'est des camions complets, c'est parfois des vannes. Si vous faites textile, ça peut même être des voitures. Vous avez une énorme surface de traitement. Vous voyez la taille de la chose, des ateliers de réparation. Ça au sol pour tout logisticien. Ceux qui ont déjà fait des schémas directeurs, le ROI, il n'est plus là, non? Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant de comprendre. Les outils, en fait, ne sont pas les mêmes. Et c'est quoi en fait qu'on fait, je reviens sur la réparation, c'est quoi en fait le premier facteur clé de succès, très important, c'est la gestion de compétences. Ça en fait, en Europe, depuis 40 ans, le retail s'est développé une énorme expertise en commerce, on est d'accord? Tu vas dans un magasin, très probablement, les gens ils sont balèzes en commerce, tu vas partir avec le produit le plus cher. Depuis une vingtaine d'années, c'était la logistique. Les magasins se sont spécialisés en logistique. Depuis 10 ans, le e-commerce. Là, ils sont devenus super balèzes. Click and collect, un magasin, c'est vraiment maintenant un l'omnicanal, hub de flux. L'omnicanal. Que le vendeur s'y retrouve et vous oriente dans l'omnicanalité, par exemple. Et on arrive maintenant à l'ère de la filière manuelle. C'est-à-dire que le retail, comme on fait très bien le retail alimentaire sur le métier de bouche, mais le retail maintenant va devoir développer des compétences, des expertises sur les produits qu'ils vendent. C'est-à-dire les ouvrir, le nettoyer, le réparer, gérer les pièces détachées, etc., etc. Et ça, c'est-à-dire, soit tu le fais en interne, et si tu le faisais déjà par le passé, c'est un énorme asset, parce que tu as déjà les compétences et maintenant il faut mettre le poids du corps en termes de formation. Soit tu t'associes avec ceux qui en font un métier. Et ça, c'est très important. C'est des entreprises qui sont intégrées depuis des dizaines d'années. Faites attention, parfois, ça vaut le coup de démarrer l'économie circulaire en partenariat, en étant, du coup, cette fois-ci, désintégré. Peut-être que vous allez intégrer d'ici 10, 15 ans, peu importe, mais c'est très important de faire attention à ça. On a plein d'exemples. Dans le retail, dans le textile notamment, c'est sûr que la réparation textile sont des choses qui existent, qui ont un peu perdu de momentum ces dernières années, mais qui sont en train de repartir comme des dingues. Alors en plus, avec le bonus réparation qui vient de sortir, ça va encore prendre un coup. Mais voilà, là-dessus, quand vous êtes un retailer textile qui n'a jamais regardé comment ça se passait la seconde vie de vos produits, n'essayez pas de développer les compétences tout de suite. Il existe des moyens de connaître qui sont les bons réparateurs. Il y a même des bases de données. Enfin bon, voilà, plein de choses qui existent. Toujours attention à la petite phrase, c'est pas rentable. Attention, c'est pas rentable, c'est toi qui le fais. Peut-être si c'est quelqu'un d'autre qui fait ça pour d'autres personnes, etc., etc. Deuxième facteur clé du succès, Gauthier l'a cité pour Boulanger, c'est la clé, c'est le diag. Le plus vite tu fais le diag,
le plus vite tu le fais, il est juste, le plus vite tu vas trier tes produits et tu vas les diriger vers le bon canal. Est-ce que c'est en fait la réparation? Est-ce que c'est la deuxième vie? Est-ce que c'est le recyclage, etc. Et pourquoi il faut le faire très tôt et une seule fois? Déjà, une seule fois pour des raisons évidentes, on est d'accord, si tu le fais 2 fois, ça va coûter un peu plus cher. Mais pourquoi il faut le faire très tôt? Parce que le transport, ça amène toujours des coûts très importants pour l'économie circulaire. Donc, le moins tu en fais, le mieux tu te portes. D'accord? Très important, faites ça le plus en amont possible. Et vous voyez, la complexité de la chose, c'est que les 2 facteurs clés de succès, ils ne sont pas forcément ensemble. Parce que si tu veux le faire le plus bas possible en magasin, il faut avoir plus de compétences, etc., etc. Troisième facteur clé de succès, et après j'arrête promis, c'est en fait très important. Je vais résumer comme ça, c'est la gestion des pièces détachées. On est dans un marché mondial, croyez-moi, qui est en pénurie de pièces détachées. Tu vas aller voir un fournisseur, tu produis en fait 10 000 quantités du neuf et tu veux réparer 300. Croyez-moi, le fournisseur va dire je préfère livrer votre usine des produits neufs, en plus elle est à côté de chez moi, vos 300 quantités en Europe, éparpillées dans 400 points de contact, franchement c'est un peu complexe, vous voyez. C'est ça la discussion des pièces détachées. Donc si vous arrivez à les maîtriser, c'est l'or en fait. C'est là en fait où vous avez une grande partie de votre ROI. Et pour standardiser la gestion de pièces détachées, et je m'arrête là après, c'est très important de standardiser la promesse client. Parce que du coup, est-ce que j'ai la centralise dans mon entrepôt? Est-ce que j'ai la descente dans mon magasin? Tout dépend pour qui je répare, pour quand, qui est prioritaire par rapport à qui. D'autant plus si vous vendez les pièces détachées. Vous voyez un peu la complexité. Donc voilà. Voilà du coup les 3 facteurs clés de succès qu'on voulait partager avec vous. En fait, autour de la réparation. on pourrait continuer à vous donner des Je peux exemples continuer, pendant des heures et des heures. Sur les pièces détachées, on parlait du modèle de Seb qui a décidé depuis 15 ans de caper le prix de ses pièces détachées, faire en sorte que le produit de chauffe, parce que Seb c'est quand même du petit électroménager qui chauffe, que le modèle de chauffe ne représente pas plus de 40% du prix neuf pour être sûr qu'on va favoriser la réparation et pas le rachat d'un produit neuf. Il y a tout un tas de choses autour de la stratégie de pièces détachées qui sont absolument passionnantes à travailler sur ces sujets. Sur la réparation aussi, puisqu'on est aussi à Supply Chain Event et sur le digital, il y a sur certains métiers, sur certaines filières, des gens qui se spécialisent pour aider à l'autodiagnostic. Je vous ai parlé des machines là, pour les téléphones. Pour le textile, il commence à y avoir des IA. Vous prenez la photo et il vous dit quel type de réparation vous avez besoin de faire et à peu près combien ça va vous coûter. Alors, ça doit s'entraîner, hein, mais ça commence à fonctionner. Voilà, on avait cœur à partager des choses avec vous parce que on considère que c'est une transformation sociétale qui nous dépasse, hein, qui dépasse Sitwell et CircularX, qui a vraiment besoin de prendre de l'ampleur. Donc nous, on partage pour que ça soit le cas. Là, on vous a parlé du côté droit de la boucle. Bon, c'est que le début. Hein. 80% de l'impact, il se décide dans le côté gauche. Donc même les retailers, tous ceux qui ont de la marque à leur marque, il y a tout ce travail de transformation de la R&D, tout ce travail de transformation du désassemblage, récupération, pour que l'impact soit moins fort, y compris sur le produit qu'on crée. Voilà. Donc merci de votre attention et nous sommes à l'écoute de toutes questions pour les quelques minutes qui restent. Merci beaucoup Gauthier, merci beaucoup Raphaël. Merci à tous pour cette intervention. Alors, la curiosité du journaliste se mêle à celle du consommateur, mais je crois que je ne vais pas avoir besoin de poser les questions moi-même parce que visiblement, il y en a déjà dans la salle. Si vous pouvez vous présenter. Bonjour, Yvan Baturon, fondateur de Yasmoz, cabinet qui a pour mission d'accompagner les grandes entreprises dans la mutation vers des meilleures supply chains. Il y a 2 facteurs clés de succès qui sont à la fois des challenges et des facteurs clés de succès que vous n'avez pas approfondis et j'aurais aimé vos commentaires. Premièrement, c'est sur l'impact. Parce que selon les modèles de réparation, selon le type le type d'opération qu'il y a à faire sur le produit, l'impact écologique peut être négatif ou positif. Il y a des problématiques d'investigation, d'apprentissage et de points d'inflexion de la courbe, de jusqu'à quel point ça vaut la peine, parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'investir lourdement là-dedans et que derrière, on se rende compte qu'en fait, on a un impact négatif et que tôt ou tard, c'est une bombe à retardement qui nous explosera comme un nez au milieu de la figure.
L'autre, à la fois facteur clé de succès et challenge, c'est la valeur. Il est parfois très compliqué de trouver une valeur dans des modèles de circularité par rapport à continuer de vendre des produits neufs. Et c'est ce qui rend ce sujet absolument passionnant. Si jamais vous aviez des commentaires sur à la fois l'impact et à la fois la valeur, ça serait vraiment super. Merci. Sur l'impact, c'est évident. Et en plus, les technologies évoluent, les savoirs évoluent. Maintenant, pour nous, ça fait plutôt partie de la partie définition du business model, apprentissage sur le produit. Je dirais pas éco-conception, mais en tout cas éco-réflexion sur la réparation, la remise en état, qui faisait pas du tout partie du focus effectivement dont on a parlé là. Mais c'est d'où le slide de dire il y a toute la partie de gauche, et ça aussi c'est une transformation entière des organisations, des gouvernances et des apprentissages. Juste un commentaire aussi sur l'impact. Quand on conçoit des modèles circulaires, notamment autour du réemploi, comme je le disais tout à l'heure, on essaie aussi de se greffer à l'existant, hein, pas de réinventer une nouvelle supply, etc. Donc se greffer à des flux logistiques existants, massifier des flux avec du transport qui remonte du magasin vers l'entrepôt, s'assurer qu'effectivement un entrepôt puisse aussi opérer des activités de diagnostic, etc. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels il faut travailler pour que l'impact du circulaire soit avéré. Alors évidemment, nous, sur les sujets du réemploi, il y a beaucoup de ressources intéressantes. Alors on ne va pas approfondir ici, mais vous avez notamment des études récentes de l'ADEME sur le sujet qui montrent l'impact concret de la distribution, notamment de PC reconditionnés par rapport au PC neuf. Donc ça, vous pouvez aller retrouver toutes ces données sur l'ADEME et c'est significatif. Évidemment, dans les pilotes circulaires, on fait parfois des raccourcis, on fait des choix qui ne sont pas encore des choix optimaux en termes d'impact, avec parfois de l'expédition d'un produit d'un client vers l'entrepôt qui repart peut-être en digital. Et petit à petit, quand ces modèles passent à l'échelle, comme on l'a fait aujourd'hui, on le fait pour des grands opérateurs télécoms en France, en Europe, on est sur une optimisation extrêmement forte de la supply, avec beaucoup de massification de produits, avec une minimisation de l'impact carbone du transport de ces produits, du traitement de ces produits. Et donc tout ça, mis bout à bout sur des programmes qui passent à l'échelle, l'impact, évidemment par rapport à la fabrication au manufacturing de produits neufs, il est évident. Voilà. Donc l'impact immédiat au lancement, c'est des choses qui se mesurent, qui se calculent, mais il n'est pas toujours parfait. Et ensuite, le passage à l'échelle permet d'aller chercher un maximum d'impact par rapport à la production de produits neufs. Et sur la valeur, on en a parlé en fait. On a dit il y a un point clé, c'est le pilotage. C'est le pilotage des coûts, c'est le pilotage de ce que coûte chaque maillon. C'est même la mesure de ce que l'effet d'échelle apporte. Les gens qui sont des gens qui ont créé leur entreprise sur la base du circulaire depuis 30 ans, ils vous le disent très bien. Typiquement, quand vous êtes dans je récupère plein de téléphones pour pouvoir les réparer et les revendre, plus vous récupérez de téléphones, plus vous pouvez faire de la cross-fertilisation. Si vous récupérez 100 téléphones, vous allez peut-être savoir en sortir 60, 70 de bons. Si vous récupérez 1000 téléphones, vous allez en sortir 800. Si vous récupérez 1 million de téléphones, vous allez en sortir 900 000, même peut-être plus, parce que c'est ces effets d'échelle qui font que vous allez investir, vous êtes plus précis dans le diagnostic, vous allez mieux savoir sur quel produit, sur quelle pièce détachée travailler. Et c'est un point vraiment, c'est le nerf de la guerre, c'est le pilotage et la connaissance des coûts. Et juste un commentaire, on n'est pas rentré dans tous les détails, mais il y a un enjeu très fort, et tu en as parlé, c'est sur la traçabilité unitaire des produits. C'est une forte différence par rapport à la distribution de produits neufs sur des produits d'occasion, typiquement, mais c'est le cas aussi sur la location, évidemment. On doit avoir une traçabilité unitaire au produit, on doit savoir où le produit se situe, quels sont tous les coûts qu'on a empilés en fait, sur ce produit dans les actes de remise à neuf ou reconditionnement. Pour des contraintes, alors déjà pour un objectif de pilotage économique, mais aussi pour des contraintes réglementaires. Aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, on se doit de savoir à quel client on a acheté un produit, quelles sont les opérations qui ont été réalisées. C'est des choses qui sont réglementairement demandées en fait, aux acteurs qui opèrent de l'occasion. Donc la traçabilité unitaire, c'est un élément essentiel pour garantir la rentabilité de ces modèles circulaires. Et petit scoop, les ERP de base ne sont pas faits pour ça, sont des modules dédiés.
Il nous reste une petite minute, ça va être court. Je vous invite d'ores et déjà d'ailleurs à noter que Sitwell est présent sur le stand E38 pour aller poursuivre la discussion. On a peut-être le temps pour une dernière petite question flash. Moi, je vais peut-être en poser une, justement. Vous venez de l'évoquer, cet enjeu de traçabilité. Il y a même un enjeu d'identification du produit. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une base article, comme vous le disiez, le référentiel produit, un produit... C'est hyper intéressant. Quand on travaille avec nous anti-gaspi, on fait du mécénat de compétences pour nous anti-gaspi. Et ils ont cette vraie problématique. Donc nous, anti-gaspi, c'est du retail alimentaire, mais qui a pour vocation de disparaître un jour, puisque sa vocation, c'est de récupérer tous les gaspillages de l'industrie agroalimentaire pour leur trouver un écoulement auprès des consommateurs de manière moins chère, les valoriser quelque part. Et donc, ils savent qu'ils ont besoin toutes les semaines d'avoir des yaourts nature, d'avoir du jambon blanc, du jambon cuit, du jambon cru. Ils ont tout un tas de ce qu'on appelle les unités de besoin, hein, dans le retail, c'est le mot. Sauf que, contrairement à un retailer alimentaire standard, ils ne savent pas qu'est-ce qui constituera cette unité de besoin la dite semaine ou le 10 jours. Ils ne savent pas s'ils vont récupérer un invendu ou une fin de l'eau, une fin d'étiquetage de chez Danone, ou s'ils vont récupérer un produit qui vient d'ailleurs. Et il y a toute cette notion de à quelle granularité je pilote mon unité de besoin. Dans le retail, normalement, l'unité de besoin, c'est le pack de 4 yaourts. Ah, mais là, si des fois j'ai des packs de 12, comment je fais? Ah, ouais, mais des fois j'ai des packs de 3. Ah, alors, donc il y a toute cette question-là, une réinvention aussi du référentiel article, dans lequel vont venir s'incrémenter les lots unitaires. Parce que là, ils ne sont pas au produit, mais ils sont au lot. Et un commentaire aussi dans l'univers des biens de consommation, il y a un vrai sujet de travail sur le référentiel produit. C'est loin d'être simple. On sait racheter un produit qui est déjà dans le référentiel d'une enseigne retail. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une perceuse, nous, chez Leroy Merlin, qui a été vendue il y a 7 ans et qui est plus présente dans le référentiel? Il faut construire un référentiel. On porte, nous, ce qu'on appelle un PIM dédié à la reprise de produits, et donc il va embarquer des informations produits qui existent déjà dans le référentiel du retailer ou pas. Et donc ça veut dire qu'il faut reconstruire un référentiel qui permet au vendeur, à la vendeuse, en temps réel, de faire une proposition de rachat au client qui soit adaptée aux produits qu'il ramène. Donc c'est plein de spécificités aussi à cadrer, à anticiper. Merci à vous. On va en rester là. On voit bien que sur ce sujet de la circularité, on est loin de tourner en rond. Au contraire, on a multiplié les axes et les pistes de réflexion et de travail. Je vous invite donc à venir échanger avec les équipes de Sitwell, avec Circularix. Mais pour cette intervention, c'est fini. Je vous remercie.